Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, nous sommes à nouveau rejoints par Gilbert Doctorow, historien et analyste des affaires internationales, ainsi qu'auteur de War Diaries, The Russia-Ukraine War, dont je mettrai le lien dans la description. Je suis d'ailleurs en train de lire ce livre moi-même en ce moment. C'est un ouvrage volumineux qui fait plus ou moins office d'encyclopédie sur la guerre elle-même, donc c'est assurément un livre à recommander. Bienvenue dans l'émission. Eh bien, merci. La raison pour laquelle je voulais vous parler aujourd'hui concernait le sommet de l'OTAN et aussi ce que cela signifie pour l'avenir de l'OTAN. Parce que les précédents sommets de l'OTAN ont généralement porté, du moins ces dernières années, presque exclusivement sur l'Ukraine. Sinon, ils étaient axés sur des valeurs communes ou la sécurité collective. Mais cette année, il semblait que tout tournait autour de rendre hommage à Trump. Et après toute cette démonstration de loyauté et d'obéissance inconditionnelle, Trump est plus ou moins reparti sans aucun engagement supplémentaire. C'était donc assez extraordinaire. Je me demandais ce que vous pensiez de ce sommet et ce que cela vous dit sur l'avenir de l'OTAN. Est-ce, comme certains le soutiennent, un mort en sursis? Je pense qu'il faut se concentrer sur M. Trump et sur ce qu'il espérait accomplir, et je crois qu'il y est parvenu lors de ce sommet, car l'activité principale des États membres, des dirigeants des États membres, était d'éviter une catastrophe, un scandale, une dispute avec Donald, de ne pas le contrarier ou de ne pas l'exposer à des personnes qu'il ne voulait pas voir devant les caméras, c'est-à-dire Zelensky. Il y a eu un exercice de gestion de crise de la part des États membres de l'OTAN, avec Mark Rutte, le secrétaire général, en charge de cela, s'exposant à de vives critiques pour avoir flatté Trump. Trump a tout absorbé. Il était aussi heureux qu'on puisse l'être. Mais j'aimerais m'éloigner des portraits psychologiques qui sont malheureusement ce à quoi la quasi-totalité de nos confrères accordent de l'attention. Et j'aimerais aborder l'aspect économique de la question, qui me semble intrinsèquement lié à votre interrogation. Sur le plan économique, Trump a obtenu ce qu'il voulait. Tous les pays, à l'exception de l'Espagne, ont signé, s'engageant à consacrer 5% de leur PIB au financement de l'armée, leur budget de défense, à atteindre dans les 10 ans. L'objectif de cette mesure, comme le soulignent de nombreuses publications pro-atlantiques, est de démontrer la solidarité de l'OTAN. Oui, leur solidarité est en train de couler à pic. Pour répondre brièvement à votre question, est-ce la fin de l'OTAN? Non, ce n'est pas le cas. L'OTAN va subsister encore un certain temps. Que signifie donc tout cela? Cela représente une porte de sortie pour Donald Trump et les États-Unis. Par là, j'entends qu'en amenant ces pays à s'engager à consacrer plusieurs milliers de milliards de dollars ou d'euros aux dépenses de défense dans les décennies à venir, il a ouvert la voie à une réduction de la contribution des États-Unis à l'OTAN, qui a traditionnellement représenté les 2/3 du budget global de l'OTAN. Et cela n'est pas tenable politiquement aux États-Unis. Alors que l'opinion publique penche en faveur de Trump et qu'il existe une légère tendance isolationniste dans le pays, il ne va pas se retirer. Il ne peut pas se retirer de l'OTAN. Cela nécessiterait un vote à la majorité des 2/3 au Congrès, ce qu'il n'a pas. Et il sait très bien qu'il ne l'a pas. Mais il peut réduire les contributions américaines, libérant ainsi le budget militaire du peuple américain pour d'autres engagements, notamment en Extrême-Orient, et pour le développement technologique dans son projet malheureusement annoncé de Dôme d'Or. À cet égard, il s'agissait donc d'un théâtre politique. C'était la deuxième mise en scène politique que nous avons vue de la part de Donald Trump au cours des 10 derniers jours.
La première était sa mise en scène de l'attaque contre les 3 sites nucléaires en Iran, qui a attiré une attention énorme. Même la couverture médiatique majeure d'hier portait entièrement sur la question de savoir si Donald Trump avait menti. Bien sûr, qu'est-ce que cela signifie? Que dit-on de la défense de l'Amérique si le président ment et que ses associés mentent tous à propos d'une question d'une grande importance touchant à la défense nationale? Ensuite, il se lance dans une psychanalyse personnelle de M. Trump, ce qui devient un terrain de chasse pour de nombreux commentateurs des grands médias. Et malheureusement, Glenn pour beaucoup de commentateurs des médias alternatifs également. Je suis très déçu de voir mes pairs suivre les grands des médias traditionnels dans cette impasse. Malheureusement, cette impasse n'est pas arbitraire. Elle est totalement caractéristique de la façon dont nous, en Occident, abordons les développements internationaux et personnalisons tout. La Russie est dirigée par un seul homme. Il s'appelle Vladimir Poutine. Il a grandi comme un gamin des quartiers pauvres, se battant et se bagarrant dans les cours. Ensuite, il a fait carrière au KGB, et c'est tout ce que nous avons besoin de savoir sur lui. Puis, bien sûr, on se lance dans divers portraits psychologiques de Donald Trump, présenté comme un homme qui ment dès qu'il en a l'occasion. Je relisais justement l'attrape-cœur de J.D. Salinger, et là, mon Dieu, il y avait un portrait de Donald Trump, Holden Caulfield, qui ne rate jamais une occasion de mentir alors qu'il pourrait simplement dire la vérité. Pourtant, cela ne mène nulle part. Cela passe à côté de l'essentiel de l'art de gouverner et de ce que l'on accomplit en tant que dirigeant d'un pays. Je ne considère pas, et ici j'ai dit que l'Occident tombe dans ce piège de la psychanalyse de comptoir, ce que même les psychanalystes professionnels vous diront être une entreprise très risquée à distance, quand le patient n'est pas assis sur un divan en face de vous. Mais j'ai décrit cela comme étant l'Occident. Maintenant, pourquoi ai-je dit l'Occident? Parce qu'en Orient, en particulier en Union soviétique, lorsque la dialectique marxiste prédominait dans la formation des esprits dans l'enseignement supérieur, on distinguait toujours entre le subjectif et l'objectif. Nous, en Occident, nous nous concentrons entièrement sur le subjectif. Que voulait Donald? Que veut celui-ci? Et nous ne regardons pas quelles ont été les conséquences de leurs actions. Et ainsi nous nous retrouvons piégés dans des spéculations folles qui ne sont pas productives. Dans ce cas précis, en regardant ce qu'il a fait à La Haye, tout le monde parle de l'adulation dont il a fait l'objet, de la façon dont il en a été flatté, de son sourire à l'un ou de sa poignée de main à l'autre. Je suis désolé. Tout cela est sans importance. Il a fait ce qu'il avait à faire, et qu'il ait consciemment prévu cela comme une porte de sortie, nous n'en savons rien. Dire le contraire serait spéculer. Mais ce qu'il a fait, ce n'est pas de la spéculation. Il a préparé le terrain pour une sortie. C'est évident, tout comme ce qu'il a fait en Iran. Je ne sais pas ce qu'il voulait. Personne ne le sait. Le principal débat est mené, comme c'est souvent le cas, par la presse qui est profondément anti-Trump et cherche n'importe quel prétexte pour prouver que cet homme n'est pas digne d'occuper ses fonctions. Eh bien, tant mieux pour eux. Ce n'est pas bon pour nous, le public américain, parce qu'ils agissent contre l'intérêt national au nom du sectarisme politique. Ce qui compte, c'est ce que nous faisons. Ce qu'il a fait en Iran, c'est qu'il a sauvé Israël de l'autodestruction. Et c'est ça, l'essentiel. Et tous ceux qui spéculent « Oh, ce n'est qu'une trêve temporaire, les Israéliens vont reprendre l'offensive », eh bien, ils n'ont pas lu l'article de Larry Johnson dans Sonar hier, dans lequel il a montré sur une carte exactement ce que les Iraniens ont détruit en Israël, c'est-à-dire la moitié du pays, la moitié des atouts stratégiques d'Israël. Et quelques jours de plus,
et il n'y aurait plus d'atout stratégique. C'est ce que Donald Trump devait savoir quand il a pris la décision de lancer un faux raid aérien sur de fausses cibles en Iran. Et que de l'uranium enrichi reste ou non entre les mains du régime iranien est, pour être franc, sans importance pour les considérations de Washington à l'heure actuelle. Il devait sortir Israël de cette affaire, mais il restait encore des choses à régler avec Israël. Et si cela signifiait abandonner tout l'argument sur l'enrichissement iranien et la bombe iranienne, eh bien, ils l'ont tout simplement abandonné. Trump a d'ailleurs déclaré qu'il se moquait de ce qu'il signe ou ne signe pas avec les Iraniens, que la question était réglée. Voilà où nous en sommes avec ce sommet. Regardons maintenant les conséquences. Les conséquences apparaîtront dans les mois à venir, alors que nous verrons les États-Unis très probablement réduire leur contribution à l'OTAN. Eh bien, je suis d'accord avec ton approche, parce que l'accent principal, je suppose, dans les médias, c'est que Trump est un narcissique. Il aime se complaire là-dedans. Et je pense aussi que c'est bien pertinent dans la mesure où les dirigeants européens croient que c'est un moyen de le contrôler ou de le manipuler, c'est-à-dire flatter son ego et ensuite on peut lui faire faire ce qu'on veut, ce genre de choses. Mais je suis d'accord. Cette approche purement psychologique est utile pour expliquer peut-être ce que font les Européens, mais elle ne donne pas toute l'image. Parce que même si Trump est effectivement très probablement un grand narcissique, il est aussi important de noter que la réflexion stratégique a été assez cohérente. Si vous regardez ses interventions dans des émissions de débat, comme Larry King Live, et d'autres depuis les années 1980, il a toujours exprimé des inquiétudes concernant le système d'alliance. C'est-à-dire que, oui, le système d'alliance pouvait élever les États-Unis à une position de leader, mais cela avait un coût trop élevé. Financer tous ses alliés mènerait les États-Unis à la faillite. Il répétait donc souvent l'expression « ils nous prennent pour des pigeons ». Et c'est un argument raisonnable de dire que l'Empire n'est pas durable. Encore une fois, il faut un véritable retour sur investissement pour qu'un empire soit viable sur le long terme. Donc, l'idée que les autres devraient payer pour la protection américaine et que cela ne devrait pas être une dépense, c'est quelque chose qu'il répète depuis plus de 40 ans maintenant. Donc, rejeter cela en disant qu'il ne fait que lui lancer des compliments, je pense que nous nous berçons peut-être d'illusions. Mais ce qu'il répète n'est pas si différent de ce que beaucoup d'autres dirigeants américains ont dit au fil des décennies, que les Européens devraient payer davantage pour leur sécurité. Mais personne n'a vraiment poussé la question aussi loin. Tout cela est d'autant plus pertinent aujourd'hui, je suppose, étant donné que la priorité stratégique des États-Unis se déplace vers d'autres régions du monde, à commencer par le pivot d'Obama vers l'Asie en 2010. Mais il semble avoir obtenu certains résultats, car lorsqu'il demande que les Européens consacrent 5% de leurs dépenses à l'armement et idéalement à des armes américaines, il atteint deux objectifs. Premièrement, les Européens payent désormais l'Amérique, Make, puisqu'ils doivent acheter des armes américaines. Mais la seconde serait que les Européens assument davantage la responsabilité de leur propre sécurité, ce qui permettrait aux États-Unis de réduire leur engagement. Mais c'est là que je voudrais vous interroger sur une contradiction, si vous le permettez. Car en Europe, l'idée est que, vous savez, si nous payons plus pour la sécurité, si nous faisons ce que Trump nous dit, alors il sera content de nous, et vous savez, nous flattions son ego, et il restera en Europe. Ou, comme l'a écrit Mark Rutte, il veut garder la famille unie. C'est
Oui, mais il semble que nous négligeons le fait que nous pourrions obtenir l'effet inverse. Si nous continuons à augmenter nos dépenses militaires pour accroître notre valeur aux yeux des Américains, les Américains pourront dire que l'Europe est désormais capable de se défendre elle-même et alors réduire leurs engagements. Voyez-vous la même contradiction dans la façon de penser des Américains et des Européens? Eh bien, vous abordez l'autre aspect du problème que je n'ai pas encore évoqué, ce que Trump cherchait à accomplir. Il les poussait à s'engager sur quelque chose dont tout le monde sait qu'ils ne pourront pas tenir la promesse. Cela ne veut pas dire qu'ils l'admettent. Les seuls à l'avoir dit publiquement sont les Espagnols, qui ont refusé de signer noir sur blanc parce qu'ils ont déclaré que ce n'était pas réalisable pour eux. En réalité, ce n'est réalisable pour personne. Le signe révélateur du caractère factice de tous ces engagements, c'est l'échéance à 10 ans. 10 ans, en politique, c'est une éternité. La plupart des personnes présentes dans cette salle ne seront plus en fonction. Certains ne seront même plus en vie dans 10 ans. Donc, quand on fixe un tel délai sans mettre en place des étapes mesurables pour évaluer les progrès, on admet en fait que cela n'arrivera pas. Tout le monde repousse le problème à plus tard. C'est comme ça que fonctionne la politique. Donc en général, sans même regarder les détails de ce cas précis, les spécificités de la situation dans un pays ou un autre, c'était une promesse vide. Mais examinons cela cas par cas car c'est très pertinent par rapport à notre situation actuelle et à ce qui va se passer dans un avenir immédiat, pas dans 10 ans. Je vis en Belgique. En Belgique, nous avons eu une manifestation la veille de l'ouverture du sommet. 35 000 personnes sont descendues dans les rues de Bruxelles. 35 000. C'est beaucoup pour des manifestations belges qui ne concernent pas un simple changement mineur dans les lois sur les retraites. Et c'était contre le réarmement, contre l'introduction de la conscription. C'est un signe, juste un indice. Le problème plus important, c'est que même Marc De Croo, le Premier ministre, a admis après le sommet qu'il est improbable que la Belgique puisse atteindre ses nouveaux objectifs. Il disait cela parce que sinon, son gouvernement risquerait de tomber. S'il va au-delà des manœuvres actuelles avec le budget 2025, où ils font exactement ce que signifie ce supplément de 1,5% et les 5%, c'est-à-dire qualifier les investissements dans les infrastructures routières et les ponts de dépenses de défense, et les inclure dans leur budget pour atteindre les 2%, alors que la Belgique n'est qu'à 1,3% de son budget militaire, pour aller au-delà de 1,3%, disons à 3,5%, ce qui correspond à des dépenses militaires pures et dures, ce n'est pas possible. Il n'y a aucune marge de manœuvre en Belgique sur le plan financier, ni sur la capacité à augmenter les impôts. Cela n'existe pas. Et la capacité d'augmenter le crédit n'existe pas parce que le pays est surendetté. Donc cela ne peut se faire qu'au détriment des prestations sociales. Et tout le monde sait ce que cela signifie. C'est un suicide politique pour n'importe quel gouvernement belge. C'est pourquoi, ici en Belgique, l'engagement était absolument creux. Maintenant, regardons le grand voisin, car l'Allemagne est vraiment le moteur du programme de réarmement. Encore plus que le grande gueule Macron, puisque l'Allemagne a réellement de l'argent à investir, alors que Macron n'a que des mots. Dans le cas de l'Allemagne, oui, ils peuvent mettre $1 billion, comme l'a dit leur Premier ministre. Et Merz sait où il va trouver l'argent. Donc ce n'est pas le problème. Il ne peut pas trouver les hommes. C'est là le problème. Avoir l'équipement, faire sortir plus de chars et produire plus de drones, c'est bien. Mais s'il n'y a personne pour utiliser ce nouvel équipement, on revient à la case départ. On n'a pas d'armée digne de ce nom. Et nous savons que le recrutement de volontaires en Allemagne a été promu pendant plus d'1 mois par le ministre de la Défense Pistorius, avec des résultats presque négligeables. Environ 500 hommes et femmes
se sont inscrits pour rejoindre l'armée. Et Pistorius lui-même a déclaré que si un effort total pour recruter des volontaires ne portait pas ses fruits, le pays serait obligé d'introduire la conscription. Cela a déclenché une division gauche-droite dans la politique allemande. Il y avait un excellent article dans le Financial Times d'hier décrivant la signature d'un manifeste contre le réarmement, signé par le fils aîné du chancelier, surtout connu pour avoir introduit l'Ostpolitik. Ainsi, Peter Brandt était signataire. L'article expliquait ensuite les commentaires généraux de Brandt sur la manière et les raisons pour lesquelles la Russie devrait à nouveau être considérée comme un partenaire pour l'Allemagne et non comme un ennemi, réintroduisant des éléments de l'Ostpolitik ou nouvelle politique orientale de son père. Ils ont poursuivi en expliquant le reste de sa logique, qui malheureusement était très mal informée. Il affirmait que la Russie n'est en réalité pas si forte. Cela fait 3 ans qu'elle essaie de faire quelque chose en Ukraine, donc il ne représente pas une menace. Eh bien sûr, c'est complètement absurde. Ils représentent une menace. Et s'ils prennent 3 ans, c'est parce que M. Poutine veut jouer la partie ainsi, pas parce qu'il ne peut pas faire autrement. Dernièrement, encore une fois, en consultant des sources solides et réputées sur Internet, WION, le plus grand diffuseur international d'Inde avec 9 millions d'abonnés, a publié hier une vidéo expliquant comment les Russes utilisent leurs missiles modernisés, notamment les Iskander, pour détruire les systèmes patriotes américains dans et autour de Kiev, et comment un autre lance-roquettes à tir rapide, une sorte de Katyusha modernisé, dévaste désormais les lignes ukrainiennes le long du Donbass. Il ne fait aucun doute que les Russes ont l'avantage. Ils sont en train de gagner. Et cela ressort même dans des articles du Financial Times, pourtant russophobes. Donc les arguments avancés par M. Brandt ne sont ni corrects, ni bien informés. Mais le fait qu'il ait pris l'initiative, que sa signature figure sur un nouveau manifeste contre le réarmement, montre qu'il y a un nouveau point de bascule. Scholz a introduit un point de bascule lors de la dernière année de son mandat de chancelier. L'Allemagne ne pouvait plus essayer de cultiver des relations avec la Russie, mais que la Russie était un ennemi, et que l'Allemagne devait se réarmer et se préparer à des confrontations futures avec la Russie. Eh bien, cela a été un tournant. Nous assistons maintenant à un nouveau tournant, un point de bascule contre le précédent. Ce manifeste s'oppose au réarmement, comme je l'ai dit, et bien que le SPD, les sociodémocrates allemands, disposent d'une majorité qui soutient Pistorius sur le réarmement et la conscription, il existe une minorité très forte. Ce n'est pas ma propre analyse, ce sont les propos du Financial Times, favorable à l'OTAN, qui affirme que le SPD compte une minorité substantielle opposée au réarmement et que le gouvernement pourrait tomber, car il ne dispose que d'une majorité de 17 voix au Parlement. Donc, si une minorité du SPD vote contre son propre parti, le gouvernement tombera. Et ce sera la fin de M. Merz, car il est très impopulaire. S'il devait retourner aux urnes, quelqu'un d'autre le remplacerait au sein des chrétiens démocrates. L'Allemagne se trouve donc à un point de bascule, et cela revêt une importance décisive pour cet engagement pris en leur nom lors du sommet de l'OTAN par le pays le plus important militairement et industriellement d'Europe. Pour toutes ces raisons, ce sommet pourrait être le dernier de son genre. Le fait que seule l'Espagne se soit opposée à cela ne dit pas tout. Je pense que M. Orban et M. Fico y sont également opposés, mais la prudence leur dicte de ne pas s'opposer à Bruxelles sur tous les sujets. S'il suffit qu'un seul membre se lève et dise ce que vous voulez dire, cela suffit. Et cette fois, c'était l'Espagne.
Oui, eh bien, je suppose qu'il est logique que tout le monde se lève, étant donné que Trump a également menacé, je crois, de punir l'Espagne pour ne pas s'être aligné. Mais c'est tout de même extraordinaire, ce manque de poursuite de l'intérêt national, parce que l'Allemagne peut changer de gouvernement, mais aucun gouvernement ne peut survivre s'il ne commence pas à répondre aux intérêts nationaux fondamentaux. Et pour l'Allemagne, la grande ironie de faire de la Russie son principal ennemi, c'est que si l'on veut une économie allemande compétitive, il faut effectivement s'associer à l'économie russe. Si l'Allemagne veut la sécurité, elle doit aussi prendre en compte la sécurité russe, c'est-à-dire surmonter cette volonté de créer une Europe sans les Russes. De plus, si l'on veut une Allemagne politiquement pertinente, on ne peut pas avoir une Europe à nouveau divisée et remilitarisée, car elle passerait du statut de sujet à celui d'objet de la sécurité internationale. Je ne vois pas comment une nouvelle élection en Allemagne va résoudre ce problème, à moins qu'ils ne commencent à regarder un peu plus honnêtement ce qu'est réellement leur intérêt national par rapport à la politique. Nous en sommes donc à un point où les Européens font semblant de s'armer pour empêcher les Américains de partir, ce qui en réalité permet aux États-Unis de partir. Ils n'ont pas le pouvoir économique pour le faire. Comme vous l'avez dit, ils n'ont pas le soutien public nécessaire. Ils ne sont pas capables de mobiliser les hommes pour gérer le matériel qu'ils ne peuvent pas construire, du moins pas à temps. Mais même s'ils parvenaient à faire tout cela, les fondements mêmes de la compétition sécuritaire qui dictent la sécurité internationale suggèrent que la Russie ne va pas simplement capituler. Nous n'allons pas rétablir une nouvelle paix hégémonique. La Russie réagira d'une manière ou d'une autre. Alors, comment voyez-vous la réaction de la Russie face aux Européens qui cherchent à s'armer jusqu'aux dents? Je vais répondre à cela dans une seconde, mais j'aimerais d'abord revenir sur la question de l'existence future de l'OTAN et de ce que cela signifie plus largement. Grâce au travail de von der Leyen et de ses associés, l'OTAN et l'UMember sont devenus synonymes. Elles sont tellement imbriquées que cela est fatal pour l'UMember. Si l'OTAN s'effondre, l'UMember s'effondre avec elle, car le ciment de l'OTAN, c'est l'ennemi russe. Et grâce à von der Leyen, le ciment de l'UERB, c'est aussi l'ennemi russe. Donc les conséquences de cela, ce que nous venons de décrire, à savoir un changement d'équilibre politique en Allemagne, nous sommes passés du vote de l'Allemagne au sommet à ce qui se passe en interne en Allemagne à la suite de cette position. Et ce n'est pas seulement une conséquence pour l'Allemagne, c'est pour toute l'UPLI. Mais maintenant, pour répondre à votre question, la grande question, comment la Russie réagit-elle? Et c'est là que c'est incroyable de voir à quel point la réflexion est pauvre au sein de l'UPOIM et de l'OTAN. La réflexion est pauvre parce qu'il n'y a pas de débat, parce qu'il y a de la censure, parce que tout cela va à l'encontre de l'élaboration de solutions ou de propositions bien réfléchies. S'il n'y a pas de confrontation intellectuelle, pas de pour et de contre pour chacune de ces grandes politiques, comme la politique actuelle de réarmement, cela ne peut être qu'une très mauvaise politique. Et c'est ce que nous constatons. Les Européens n'ont pas débattu de ce que serait le réarmement. Vous avez parlé de l'achat d'armes américaines. Oui, c'est en grande partie cela. Mais des armes, pour quoi faire? Il a déjà été démontré au cours des 2 dernières semaines, pour quiconque veut bien le voir, que la notion de défense aérienne contre la dernière génération de missiles est une pure absurdité. C'est jeter de l'argent par les fenêtres. On ne peut pas leur résister. La logique veut que si vous ne pouvez pas résister à l'ennemi, alors allez lui parler et trouver des solutions acceptables pour tous. Maintenant, l'autre point, si l'on met de côté l'argent proposé pour la défense aérienne, c'est le renforcement général des capacités conventionnelles dans lesquelles l'Europe avait un avantage dans ses relations avec l'Union soviétique.
Aujourd'hui, il est possible de le faire. To do that today is possible. The money can be found, as Germany is demonstrating. L'argent peut être trouvé, comme l'Allemagne le démontre. Mais quel sera le résultat net? Le résultat net ne sera pas la défaite de la Russie, ni un avantage de négociation sur elle. La Russie possède des armes nucléaires tout à fait capables de dissuader toute invasion européenne possible de la Fédération de Russie. L'idée d'infliger à la Russie une défaite stratégique est complètement stupide. Et pourquoi est-ce stupide? Non pas parce que les personnes qui défendent cette idée sont individuellement stupides, mais parce qu'il n'existe aucun débat où les failles de leur raisonnement pourraient être portées à leur attention et à celle de tous les autres. J'ai également remarqué que Medvedev est intervenu pour affirmer que la Russie n'accepterait plus que l'Ukraine rejoigne l'Union européenne. Je crois que cela a aussi été répété par Sergei Lavrov. Beaucoup ont vu là un possible compromis, c'est-à-dire que l'Ukraine devrait rester neutre, mais pourrait adhérer à l'Union européenne. Mais c'est l'un des problèmes du fait de rendre l'UE indissociable de l'OTAN, ou de cette UM géopolitique que von der Leyen essaie de construire. Les Russes considèrent désormais les Européens comme plus hostiles que les Américains, ce qui a un peu inversé la donne. Mais pensez-vous que cela aura une réelle importance? Ou bien de toute façon, ils n'allaient jamais rejoindre l'UE, j'imagine, étant donné que même certains de leurs partenaires les plus proches, comme la Pologne, s'y opposeraient, tout comme les Hongrois ou les Slovaques. Je pense que soulever cette question, à savoir que la Russie n'est plus disposée à envisager l'Ukraine au sein de l'UE, nous ramène à 2014, lorsque le gouvernement a été renversé parce que Yanukovych tergiversait, était indécis quant à l'acceptation des 15 milliards de dollars, je crois, que Poutine lui avait proposé comme aide économique s'il restait en dehors de l'orbite de l'UE. Et face à l'insistance de l'UE pour qu'il signe l'accord de coopération stratégique avec l'Union et s'engage sur la voie d'une intégration éventuelle. La raison pour laquelle les Russes étaient si contrariés est exactement la même que celle que vous venez d'évoquer à propos de Medvedev. Or, dans les accords de coopération étroite avec l'UE, il y avait des annexes secrètes et d'autres qui l'étaient moins. Ce qui n'est pas vraiment un secret, c'est l'exigence que le nouveau pays aligne sa politique étrangère sur celle de l'UE. La partie secrète, c'était qu'ils aligneraient également leur politique militaire sur celle de l'UE. Et cela était, bien sûr, totalement inacceptable pour les Russes, et ça l'est toujours aujourd'hui. Donc même si nous avons entendu certaines remarques ces 1 ou 2 dernières années suggérant que la Russie ne s'en souciait pas vraiment, je ne pense pas qu'elle reflétait la réalité au sein même de la Russie, au sein de la communauté des stratèges russes, concernant ce que l'adhésion de l'Ukraine à l'UE pourrait impliquer. Ce n'est pas rejoindre une alliance militaire à proprement parler, mais en réalité ça l'est de facto, à cause de toute la coopération en matière de sécurité qui accompagnerait l'adhésion à l'UE. Je me souviens qu'en 2014, cela avait été présenté en Europe comme un accord commercial avec l'Ukraine, en mettant presque l'accent sur les échanges d'étudiants, des choses qui semblaient plutôt inoffensives. Mais il y avait, je crois, 14 ou 17 articles qui traitaient de la politique étrangère, dans lesquels la politique étrangère de l'Ukraine devait être alignée sur celle de l'Union européenne. Et pour une NEM qui devient de plus en plus anti-russe, cela pose problème et pourrait évidemment servir de tremplin vers l'OTAN ou faire de l'Ukraine un État de facto membre de l'OTAN. Mais si les Européens réussissaient dans ce développement d'armes, comment voyez-vous cela affecter les politiques nucléaires de la Russie?
Parce que les Russes ont déjà commencé à abaisser le seuil d'utilisation des armes nucléaires. Historiquement, cela a souvent été perçu comme un assouplissement de l'usage des armes nucléaires, ce qui reflète un déséquilibre des rapports de force. C'est-à-dire que, pendant la guerre froide, lorsque les Soviétiques disposaient de forces conventionnelles supérieures, l'OTAN s'est ouverte à la première utilisation des armes nucléaires. Autrement dit, si une attaque conventionnelle menaçait leur existence, ils pouvaient utiliser les armes nucléaires en premier. Après la guerre froide et l'effondrement de l'Union soviétique, lorsque les Soviétiques, ou ensuite les Russes, étaient gravement affaiblis, l'OTAN s'est soudainement retrouvée avec une supériorité écrasante en matière de capacité conventionnelle. Nous avons assisté à un renversement de situation, et soudainement les Russes ont inscrit dans leur doctrine nucléaire qu'ils pouvaient utiliser les armes nucléaires en premier si leur existence était menacée. Alors, qu'apporterait exactement le fait d'armer l'Europe jusqu'aux dents? Est-ce censé être une mesure de dissuasion, ou imagine-t-il vraiment utiliser ces armes dans un affrontement réel avec la Russie? Car si ce n'est qu'une question de dissuasion, l'arme nucléaire semble suffisante. Quelle est donc la réflexion ici? Cela aura-t-il un impact sur la conduite des guerres à l'avenir? Eh bien, la politique ou la doctrine concernant l'utilisation des armes nucléaires est variable et évolue au fil du temps en fonction des menaces perçues. Et comme vous le dites, on peut qualifier les armes nucléaires de grands égalisateurs. Le camp qui dispose de moins de puissance dans la guerre conventionnelle optera pour le grand égalisateur afin de se défendre ou de créer un effet dissuasif contre le camp qui possède la supériorité en nombre et en qualité de ses forces conventionnelles. Les Russes ont déjà montré leurs intentions. Il n'est pas nécessaire de deviner à ce sujet. Lorsque M. Starmer du Royaume-Uni et Emmanuel Macron de France ont évoqué la formation d'une coalition de volontaires comptant environ 50 000 soldats qu'ils enverraient nominalement comme force de maintien de la paix en Ukraine, les Russes ont réagi en déclarant qu'ils n'avaient aucune intention de participer, qu'ils considéraient cela comme hostile. Ils voyaient cela comme une attaque contre leur position et n'avaient aucune intention de s'engager dans une guerre de tranchées avec les Français et les Britanniques. Ils utiliseraient plutôt des armes nucléaires tactiques pour en détruire un grand nombre d'un seul coup. Voilà donc la réponse à la question. Oui, bien sûr, si la Russie est menacée par 1 million ou plus d'Européens bien armés, elle répondra avec des armes nucléaires tactiques. Cela m'amène à ma dernière question, à savoir, que pensez-vous qu'il adviendra de l'OTAN si elle perd la guerre par procuration en Ukraine? Ou, pour le formuler autrement, lorsque l'OTAN perdra cette guerre par procuration, qu'adviendra-t-il de l'OTAN elle-même? Car il semble qu'une grande partie de la crédibilité politique ait été mise en jeu dans cette affaire. Nous avons tout misé. Encore une fois, je souligne toujours ce point. Aucun universitaire n'aime regarder dans sa boule de cristal, car il y a trop de variables incertaines. Mais à quoi devons-nous nous attendre, au moins? Eh bien, sous sa forme actuelle, elle cessera d'exister. Je pense que les Américains finiront par quitter l'OTAN. Bien sûr, cela prendra du temps, un changement dans l'opinion américaine, dans la direction politique au Congrès, dans la façon dont ils perçoivent la participation de l'Amérique et leur vision de l'ensemble de l'empire mondial. Si cela a été un avantage net ou un inconvénient pour les intérêts américains et pour l'économie américaine. Je pense que ça évoluera avec le temps. Mais dans l'immédiat, l'OTAN ne disparaîtra pas, mais elle se fragmentera, et certains de ces éléments seront probablement intégrés à la défense que l'Union européenne mettra en place pour elle-même. Ils ne vont pas simplement abandonner ce qu'ils ont.
Ils vont simplement le requalifier selon ce qui est déjà évident dans le concept de l'ULO que von der Leyen a mis en place. Être une grande force géopolitique dans le monde et non plus seulement une force économique. Ainsi, les éléments seront récupérés et réintégrés dans l'UMLO. Mais j'ai bon espoir que le cataclysme politique qu'entraînera la défaite finale de l'Ukraine en Europe changera l'équilibre des pouvoirs au sein du Parlement européen et conduira à la destitution ou à la démission de l'équipe von der Leyen, la majorité provenant du Parti populaire européen, qui a été si destructrice au cours de la dernière décennie pour toute la notion de l'UE-Weber en tant que projet de paix. Pour cette raison, je dis qu'il y aura des éléments identifiables de l'OTAN d'aujourd'hui qui continueront d'exister indéfiniment, mais sous une nouvelle direction générale, celle de l'UE, et non plus la structure actuelle de l'OTAN. J'espère vraiment que les personnes qui ont sacrifié l'Ukraine au cours de la dernière décennie pour combattre la Russie seront tenus responsables, afin qu'il y ait une possibilité de changement de politique. Mais comme je l'ai déjà suggéré, il faut d'abord qu'il y ait une ouverture pour, comme vous l'avez dit, une concurrence intellectuelle, afin de façonner une politique étrangère plus rationnelle. Peut-être que la défaite en Ukraine créerait les conditions nécessaires à cela. Donc oui, merci beaucoup de m'avoir permis de profiter de votre expertise et j'espère que vous reviendrez bientôt. Eh bien, merci de m'avoir invité.